Si on revient au système qui prévalait avant le traité de Maastricht, pour la France, sans doute, ça va mieux, parce qu'on sort d'un carcan dans lequel on a été mis par la volonté quasi frénétique de nos classes dirigeantes de nous aligner sur l'Allemagne. Alors qu'on n'est pas des Allemands. Notre société n'est pas une société allemande, elle ne fonctionne pas de la même façon. Donc on a besoin de faire de l'inflation. Structurellement, si vous regardez l'histoire du franc et du mark depuis la Seconde Guerre mondiale à peu près, il y a toujours au moins 2-3 points d'inflation en plus chaque année en France qu'en Allemagne. C'est à cause de la structure même de la société, de la structure du dialogue social dans notre pays. Ça ne marche pas de la même façon, c'est pas la même société, c'est pas les mêmes mentalités, il n'y a pas de cogestion en France, il n'y a pas non plus une école monétariste quand même aussi forte, aussi déterminée dans les classes dirigeantes. Il y a une certaine tradition colbertiste qui s'accommode assez bien du keynésianisme. Donc on retrouve des marges de manœuvre et on peut essayer de commencer à fonctionner comme ça. Mais attention, si on est dans le cadre d'un financement sur les marchés, on va très vite buter sur un mur qui va nous être opposé, et à bon droit, consistant à dire, écoutez, je ne veux pas vous prêter parce que vous ne pouvez pas rembourser. La France actuellement, en réalité, est virtuellement en faillite. La dette publique, officiellement, c'est 85% du PIB, ou à peu près. Bon, en réalité, c'est plus, puisqu'il va falloir couvrir, évidemment, les retraites des baby-boomers, qui n'ont pas été comptabilisées et qui peuvent être assimilés à une dette. Et donc on va buter sur ce mur, et les marchés ne prêteront pas facilement à une France sortie de l'euro. Donc à ce moment-là, soit retour à la case rigueur, austérité, c'est mécaniquement ce qui se passe si on revient au système qui prévalait, en gros, entre l'abolition entre la loi de 73 et Maastricht. Retour à la case austérité. Parce que nous serons pris sous les taux des marchés financiers. Autre possibilité, donc à ce moment-là, on ne veut pas de cette austérité et on passe sur la monétisation directe de la dette. Ce qui veut dire d'abord qu'on peut la relibeller en francs, ce qui est assimilable à un défaut, ce qui veut dire que s'il y a défaut, on va avoir de très grandes difficultés ensuite sur les marchés financiers internationaux, et d'une manière générale, même au-delà des marchés financiers, on va nous faire des difficultés pour le commerce international. Il va falloir le libeller en devises. Ce qui veut dire que nous sommes à peu près dans la situation finalement de l'Argentine, quand le système d'union monétaire qu'elle avait établi, alors je ne sais plus comment ils appelaient ça, c'était pas une union monétaire, c'était un alignement systématique de la monnaie argentine sur le dollar. Et c'était lié à un alignement, je crois, par rapport aussi à la monnaie brésilienne. Il y avait un système de pseudo-union monétaire qui avait été mis en place dans les années 90. Quand ça a explosé, défaut de l'Argentine, bon, eux, ils ont choisi de ne pas monétiser leurs dettes, ils ont choisi de dire à leurs créanciers, on vous réglera que 22 ou 23%, je crois, de ce qu'on vous devait, mais ça revient au même. Hein. Que vous régliez tout dans une monnaie divisée par 5 ou 20% dans une monnaie qui n'a pas baissé, ça revient au même. Hein, pour les créanciers, de toute façon. Bon. C'est la situation de l'Argentine. Voilà. Donc quand vous continuez à dérouler les scénarios possibles, vous voyez que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, on va être obligé effectivement de dire non à ces forces, à ces mécanismes financiers qui nous compriment, parce que, je veux dire, c'est ça ou la Grèce. Seulement le problème, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le ça qui sert d'alternative à la Grèce, c'est l'Argentine. C'est l'Argentine ou la Grèce. Donc, est-ce qu'on peut dire non au marché financier? Oui, à condition d'accepter de faire comme l'Argentine. Qu'est-ce que c'est faire comme l'Argentine? Ils s'en sont pris plein la gueule. Ça a été très dur. Ça a duré 2-3 ans en enfer. Je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais
Je crois qu'il y a eu un moment où en Argentine, bon, donc je ne vais pas sortir de chiffres parce que je dirais des bêtises, je ne les ai pas révisés là, mais juste pour vous donner une idée, pour les gens qui ne connaîtraient pas l'histoire de l'Argentine, de la gravité de la situation, il y a eu un moment en Argentine où, juste un symbole, les Argentins n'arrivaient plus à manger de viande. Vous êtes dans le pays au monde, qui a la plus grosse, historiquement, la plus grosse production de viande par habitant, ils ne peuvent plus manger de viande. Voilà. Alors, ça dure 2-3 ans, et puis après, on a repris sa liberté. Alors ça a fait mal, je crois qu'ils ont dû perdre 30% ou 40% de leur PIB en termes réels, enfin ça fait très très mal, ça a été très dur. Et puis ensuite, ça redémarre très vite. Parce qu'on retrouve des marges de manœuvre, parce qu'ils ont mis en place des mesures protectionnistes, parce qu'ils sont en train de redévelopper une industrie au niveau local, parce qu'ils ont eu aussi un coup de chance, qui est que leur agriculture a bénéficié de l'envolée des prix sur un certain nombre de matières premières agricoles. Bon, ça c'est une des choses drôles de la situation actuelle, c'est que les gens en fait qui se sont mis à distance de ce système bénéficient aussi de ces aberrations. C'est-à-dire que les États qui se sont donné les moyens, pour dire les choses simplement, de faire soit du mercantilisme à l'allemande, soit du colbertisme, comme les Argentins, bénéficient de l'imbécilité collective des marchés, puisque du coup, à chaque fois qu'il y a une bulle spéculative, comme eux, ils continuent à produire des choses, ils peuvent vendre ces choses plus chères. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire non, en synthèse, est-ce qu'on peut dire non au marché financier? Ouais, à condition d'accepter de s'en prendre plein la gueule, d'abord comme les Argentins, et puis ensuite à condition d'avoir le courage, collectivement, de se réorganiser et de repartir ensuite du bon pied. De toute façon, c'est ça ou la Grèce. C'est-à-dire, ou bien vous en prenez plein la gueule pour vous réorganiser et partir du bon pied, ou bien vous en prenez plein la gueule et vous vous réorganisez même pas et vous continuerez à en prendre plein la gueule. Voilà. Maintenant, la réalité de la France aujourd'hui. Est-ce que les Français aujourd'hui sont capables d'entendre ça et de comprendre ça? Les Français aujourd'hui, d'abord, ils sont vieux. Ils sont vieux. Je voudrais d'ailleurs juste faire une petite expérience. Est-ce que je peux demander aux gens dans la salle qui ont plus de 50 ans de lever la main? 1. Sur combien? Combien on est? 40? 50? Bon, 40-50. Voilà. 1 sur 40-50. Voilà, ici, là. 2. Bon, okay. on va dire 2. On va dire 2. Combien, juste, est-ce que quelqu'un sait quelle est la proportion de personnes de plus de 50 ans parmi les électeurs qui vont s'exprimer le 22 avril, d'après les projections des instituts de sondage? Non? Combien? 25? 25? 35? Bon. D'après ce que j'ai en tête, il faudra vérifier, c'est à peu près 1 sur 2. Parce que, tout simplement, on est vieux. On est un peuple vieux. Et en plus, les jeunes ne votent pas. Ils ne votent pas parce qu'évidemment, ils n'y croient pas. Comme ils vont sur Internet, donc ils sont un peu mieux informés que leurs aînés, ils se rendent bien compte que on se fout un peu de leur gueule quand même, légèrement, quoi, à la marge. Hein. Bon. Voilà, donc quand vous avez un peuple où un électeur sur 2 est un quinquagénaire qui est surtout là pour faire en sorte que les choses durent autant que lui. Donc vous avez en gros les retraités de la fonction publique qui vont voter Hollande et sans le dire espérer que l'euro tient pour qu'ils puissent continuer à toucher leur retraite dans une monnaie non dévaluée. Et vous avez les retraités rentiers, les mecs un peu riches, issus du privé, qui vont voter Sarkozy pour la même raison. Et donc, la seule chose qu'on va faire en France dans l'immédiat, c'est qu'on va essayer, à mon avis, on va voir, hein, peut-être que les types du front de gauche qui veulent foutre le feu vont y arriver,
Moi, je pense qu'ils ne vont pas y arriver, mais on va voir. Mais s'ils n'y arrivent pas, eh ben, on va continuer encore quelques années à essayer de faire en sorte que ça dure au moins autant que la génération du baby-boom. Voilà. Cela dit, la bonne nouvelle, c'est que quand on regarde les chiffres, ça ne peut pas durer autant que la génération du baby-boom. Donc ils vont s'en prendre plein la gueule à la fin quand même il y a une justice. J'ai jamais cru que la démocratie existait dans un pays comme la France. Pour moi, 1789, c'est la bourgeoisie qui dit à l'aristocratie ôte-toi de là que je m'y mette. Point. 1793, c'est un type qui s'appelle Robespierre et quelques excités autour de lui à qui la bourgeoisie lâche temporairement la bride parce que l'aristocratie n'a pas l'air d'être très décidée à dire ok, je laisse la place. Donc on laisse les enragés s'exprimer. Vas-y, bien tué, bien zigouillé, continue, tu nous intéresses. Et puis, quand, en juillet 1794, Robespierre va à la Convention pour dire « Bon, les gars, maintenant qu'on a repassé tous les aristos qui nous embêtaient, on va s'occuper des bourgeois qui nous embêtent », et bien le lendemain, Robespierre, il fait 25 cm de moins. Voilà. Comme ça, au moins, on sait qui a le pouvoir en France, c'est l'avantage. C'est clair, c'est net. Bon. Donc, voilà, c'est ce que j'en pense d'abord, c'est ça, c'est que c'est un théâtre d'ombre. Et à la limite, je ne peux pas dire que le système actuel en France montre les vices de la démocratie, parce que ce n'est pas une démocratie. Il montre simplement les vices d'un système de domination institué pour et par la bourgeoisie, autour des réseaux de la bourgeoisie. Non, ce n'est pas une démocratie au sens où, par exemple, la Suisse est une démocratie. Il y a une démocratie, actuellement, des pays qui me semblent, vu de loin, vraiment démocratiques, il y a l'Islande et la Suisse. C'est tout. Sinon, on a des plutocraties. Des pays où, en fait, c'est l'argent qui a le pouvoir, parce que c'est l'argent qui décide de qui peut ou ne peut pas se présenter aux élections et qui conditionne tellement fortement le déroulement des campagnes électorales qu'en pratique, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils peuvent décider du résultat du vote à l'avance, à la virgule près, mais enfin, c'est pas loin, quoi. Bon. Alors, dans l'absolu, moi, je suis plutôt partisan de la démocratie. Je dis bien dans l'absolu et dans la théorie. Bon, parce que il me semble, hein, c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas à l'Action française. Ça ne m'empêche pas de discuter avec les gens de l'Action française, mais c'est pour ça que je ne suis pas à l'Action française. Moi, il me semble qu'il y a un projet qui est plus grand et plus noble que la stabilité, et que, c'est mon opinion, que la stabilité de la monarchie. C'est bien la stabilité de la monarchie. Honnêtement, si on me donne le choix entre la démocratie bourgeoise et la monarchie, je préfère la monarchie. Déjà, c'est moins humiliant. C'est-à-dire que là, ce qui est dur actuellement, ce qui est vraiment très très dur, c'est de penser que l'élite qui est supposée me dominer, c'est Frédéric Lefebvre. Là, quand même, ils ont mis la barre très haut, quoi. Je veux dire, est-ce que vous imaginez juste une minute Sarkozy sur un cheval en train de dire « Ralliez-vous à mon panache blanc ». Dans ce compte-là, je préfère la monarchie, au moins ça a de la gueule. Maintenant, mon opinion personnelle, c'est qu'il y a un projet qui est plus grand et qui est de parvenir au point où chaque homme est élevé à la dignité de citoyen
où chaque chrétien est élevé à la dignité de la prêtrise, et où, en quelque sorte, toute l'humanité peut un jour se réaliser en chaque homme. Bon. Ça, c'est de la philo, hein, c'est mon opinion, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire, c'est même pas de la philo, c'est de la religion, en fait, fondamentalement. Bon. Mais ça ne m'empêche pas, encore une fois, de porter un regard a posteriori plutôt positif sur la monarchie et sur ce qu'elle a fait et sur ce qu'elle a légué par rapport à ce que nous avons actuellement et qui me paraît vraiment dégueulasse, quoi. Ce qui me paraîtrait raisonnable, pour répondre à votre question, ce serait de prendre acte de l'état de la population et de mettre en place un régime, si vous voulez, de plébiscite. De plébiscite. Avec un pouvoir fort et un régime de plébiscite. On peut pas faire autre chose. C'est-à-dire un régime où on a un pouvoir fort qui prend les décisions à la place d'une population qui est totalement désorientée, totalement déboussolée, qui ne sait plus où elle va. Et puis ce pouvoir fort vérifie périodiquement qu'il n'est pas trop loin de ce que veut la population. Un régime de plébiscite. On ne peut rien faire d'autre, à mon avis, si on est dans le concret, le pratique de comment on peut redresser le pays une fois que toute cette niaiserie va se terminer dans l'effondrement et dans la catastrophe. Il y a deux thèses sur ce qui va se passer dans les années qui viennent. Il y a la thèse de mon ami Piero San Giorgio, dont la maison d'édition Retour aux sources a publié le livre. Et cette thèse-là, c'est que, en gros, tout s'écroule dans les ans qui viennent.